Bonjour à tous, je vais donc vous parler du muséum au sein de la Lanvie. Alors la Lanvie, qu'est-ce que c'est? Parce que très souvent, quand je parle à mes collègues d'une alliance ou de la Lanvie, on ouvre des grands yeux. Alors je dis aujourd'hui je ne peux pas être avec vous parce que je suis à la Lanvie. En règle générale, on me dit de quoi s'agit-il? Alors je vais faire un petit retour sur les alliances en général, très rapide, et puis ensuite aller au cœur du problème. Tout d'abord, en préalable, l'idée c'est que le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur en France est très complexe. Si je vous demande de citer un certain nombre d'organismes publics, vous allez tous me lister 4 ou 5 organismes bien connus comme le CNRS, l'INRA, l'IRD, l'INSERM, etc. Et puis après, généralement, on s'épuise un petit peu, en fonction de ses accointances personnelles, on en cite quelques-uns en plus. Mais toujours est-il que le paysage est très, très divers, sans oublier bien entendu toutes les universités, les établissements comme le Muséum, le Collège de France, les arts et métiers, etc. Donc c'est vraiment un paysage très vaste, et évidemment que les ministères de tutelle, en particulier le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, enfin le secrétariat d'État auprès du ministère actuel, essayent de clarifier, parce que pour eux, de leur point de vue à eux, sont des financements importants, des nombres de personnel très importants, et puis des missions qui sont souvent un petit peu redondantes. Évidemment, l'intérêt de nous en tant qu'individus, avec nos thématiques, nos missions, c'est peut-être un intérêt qui n'est pas toujours le même. Les intérêts bottom-up et top-down ne sont pas forcément toujours convergents. Donc la naissance des alliances et de la Lanvie en particulier s'inscrit dans ce paysage, avec cette vision un peu de gouvernance d'un côté et puis la vision des individus de l'autre. Donc qu'est-ce que c'est qu'une alliance thématique de recherche comme à Lanvie? C'est un groupe de concertation entre les principales institutions d'un champ thématique donné et qui a pour but de répondre à des demandes du ministère en charge des dossiers, en l'occurrence recherche et enseignement supérieur. Donc c'est une coordination des priorités de la recherche et du développement. Alors originellement ça avait été conçu pendant le gouvernement Fillon avec notre ministre tutelle Valérie Pécresse, sous la gouvernance de Sarkozy. Alors, je précise tout de suite que les opinions que je vais vous évoquer maintenant ne sont pas les opinions du modeste représentant que je suis à la Lanvie, c'est les opinions d'un collègue, donc ne les prenez pas comme la position du muséum à la Lanvie. Voilà. Donc moi je vous en parle en tant que chercheur, en tant que responsable du MR par ailleurs, et puis avec l'expérience que j'ai acquise au cours de ces dernières années en étant suppléant de Sylvie Rufa au CSP, puis de temps en temps en remplaçant le directeur général ou le président au conseil scientifique. Donc pour moi, évidemment, la position à l'origine du gouvernement Sarkozy, elle n'était pas très claire. Comme vous allez le voir dans le communiqué de presse qui a été publié dans les années 2010 par le ministère en question, on voit que l'idée c'était quand même un petit peu de mettre de l'ordre là-dedans, de rassembler tous ces gens-là qui sont payés à faire un peu les mêmes choses et puis de les ordonner dans un dispositif qui soit un petit peu plus, disons, gouverné, que les chercheurs ne fassent pas ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Donc, le paysage a été ordonné avec 5 alliances qui ont été créées dans les années 2009-2010, qui ont des thématiques, vous voyez, qui sont quand même centrées sur des grands pôles d'intérêts sociétaux directs, la vie, la santé, l'énergie, le numérique, l'environnement pour Lanvie, et les sciences humaines et sociales. Vous remarquez tout de suite que ce découpage est important, parce que c'est un découpage thématique qui n'est pas forcément celui que vous feriez spontanément si on vous demandait d'ordonner les champs de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Et évidemment, ce découpage, il influe après sur le contenu de chaque alliance et in fine sur les décisions qui sont prises en matière de coordination entre les organismes. Alors, le fameux communiqué du ministère en 2010, voilà, on veut accroître, j'ai surligné un peu ce qui me semblait significatif, on veut accroître la performance, la visibilité, le rayonnement international et la valorisation de la recherche française. Et on se dit, c'est bien ça, c'est très bien. Mais on peut le voir, on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. En l'occurrence, l'idée c'était quand même, vous vous rappelez de la politique à cette époque-là, parce qu'il y était des avis qui étaient émis par le ministère, c'était quand même l'idée que la recherche française était bien, mais qu'il fallait la secouer un petit peu pour qu'elle soit plus active. Donc l'idée c'était d'obliger les organismes à se concerter et puis d'aller vers un peu plus de performance. Et puis surtout, il y a un mot qui est clé à la fin, c'est valorisation. Pour à Lanvie, on dira, c'est peut-être pas quelque chose de majeur, mais pour les autres alliances, notamment sur l'énergie, le numérique, etc., là, évidemment, il y a une dimension industrielle et développement industriel et commercial qui est majeure. Donc, encore une fois, coordonner les acteurs, concevoir des programmes thématiques, aider l'Agence nationale de la recherche, puisque c'était l'époque de la création de ces grands outils nationaux, donc je vous rappelle, l'ANR dont le budget a été bâti sur les budgets des EPST, EPSCT, sur lesquels il y a eu prélèvement des EPIC également,
pour avoir un budget global qui puisse être disponible à travers des appels d'offres dont la thématique serait sous gouvernance du pouvoir et sur proposition de la LANVI. Donc vous voyez un schéma organisationnel de la recherche et l'enseignement supérieur en France, complètement différent. Les financements sont rassemblés dans l'ANR. On laisse un financement de base, on va dire, pour les infrastructures, les labos dans les organismes. L'ANR, en fait, est pilotée directement par le ministère et les alliances sont là, en fait, pour faire des propositions, pour coordonner, pour faire une sorte de bottom-up, mais pas un bottom-up au niveau de chercheurs, un bottom-up au niveau de la direction des organismes en France. Et puis enfin, dernier point, toujours important, partenariat étroit avec les entreprises. C'était vraiment l'idée de faire un lien plus important entre la recherche, l'enseignement supérieur et la valorisation. Alors pour À l'Envie proprement dit, donc naissance en 2010, vous voyez 12 membres fondateurs, dont le muséum, qui est le dernier par ordre alphabétique, et puis 16 membres associés, parmi lesquels vous avez par exemple l'Institut Polaire, Polémie Victor, un certain nombre d'organismes qui sont de taille plus petite, qui sont associés, ils ne sont pas fondateurs, c'est pas parce qu'ils ne sont pas importants, simplement parce que ce sont des organismes d'une envergure un peu moindre ou d'une thématique un peu marginale. Vous voyez tout de suite que dedans, il y a des représentations nationales comme le CNRS ou la CPU, la conférence des présidents d'université, qui évidemment qui ne sont pas des organismes qui s'intéressent uniquement à l'environnement, mais dans lesquels il y a des composantes fortes dans ce domaine, et puis il y a d'autres organismes qui sont par essence des organismes liés à l'étude de l'environnement, enfin un concept assez large dans lequel on regroupe à la fois l'environnement physique, la biodiversité, etc. Donc par exemple comme l'IFREMER, le CIRAD ou le Muséum national d'histoire naturelle. Donc vous avez un site web que je vous engage à aller voir parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais enfin il vous donnera un petit peu, il vous montrera la coloration des actions qui sont entreprises par la LANVI. Alors la LANVI, en fait, actuellement le président c'est François Jacques. Précédemment c'était François Houillet, le directeur de l'INRA, qui vous avez peut-être suivi les péripéties, mais qui était issu du monde, on va dire, de la recherche et l'enseignement supérieur, qui s'est fait débarquer alors qu'il recandidatait pour laisser la place à, je crois, un chef de cabinet qui cherchait un endroit où il y avait un peu de lumière et de chauffage. Et pour employer une métaphore célèbre, qui a fait beaucoup de bruit. Et donc, en fait, M. Houillet, qui était à la fois responsable de l'INRA et d'À l'Envie, en fait, n'a pas été renommé à la direction de l'INRA, et de fait, aurait vraisemblablement été réélu à la présidence d'À l'Envie, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il n'était plus un des membres du conseil scientifique, en n'étant plus directeur de l'INRA. Donc maintenant, c'est M. François Jacques, président-directeur général de l'IFREMER, qui a eu un certain nombre de postes de ce type, qui est plus, on va dire, issu du monde de la gouvernance que du monde proprement parlé de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors les vice-présidents, Stéphanie Thiebaud, qui était son adversaire malheureux lors des élections qui sont passées il y a quelques mois, 7 voix pour M. Jacques contre 5 voix pour Stéphanie Thiebaud, donc il y a un score honorable. Donc elle est directrice de l'Institut INE du CNRS, et qui représente de fait le muséum au sein du conseil en tant que suppléant d'Alain Fuchs, qui n'est pas présent matériellement. Voilà. Donc vous voyez les membres du conseil. Alors il faut savoir que les instances, le conseil scientifique, qui est vraiment l'instance de direction, dans laquelle les directeurs d'organismes dialoguent, et qui demande à l'instance suivante, qu'on va voir après, au CPS, des avis et des propositions matérialisées par des études de dossier. Cette instance, le CS comme le CPS, sont des instances dans lesquelles il n'y a pas seulement les membres fondateurs. Vous trouvez dedans un panel de gens qui représentent les membres fondateurs et quelques-uns des membres associés. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine représentativité et puis que ces instances, en fait, fonctionnent comme quelque chose qui coordonne réellement l'ensemble des 12 membres fondateurs et des 16 membres associés. Alors, le comité de pilotage, donc, comme je vous le disais, il instruit à la demande du conseil des dossiers sur les sujets qui donnent lieu à coordination. Et là, vous avez à nouveau donc, ce panel de personnes qui représentent l'ensemble des 12 plus 16 participants. Et la représentante en titre jusqu'à présent est Sylvie Rodufat, dont je suis le suppléant. Voilà, donc, pour vous donner une idée, le CS se réunit 4 à 5 fois par an, le CPS se réunit entre 3 à 8 fois par an. Donc plutôt vers la limite supérieure. Et lors de ces réunions, en fait, très souvent, le CPS lui-même instruit les dossiers sur la base des commandes du CS, mais sur la base des commandes qu'il fait lui-même auprès
les groupes suivants que je vais vous présenter. Là, on descend dans la hiérarchie, si je puis dire, dans l'organigramme de la Lanvie. Alors tout d'abord, avant de voir l'organigramme dans la suite, c'est de vous dire quels sont les enjeux, les impératifs et les actions qui sont donc mentionnés de manière organique pour la Lanvie, puisqu'on l'a dit, hein, c'est une instance de coordination entre les organismes. Il y a 4 enjeux, vous voyez, autour de l'alimentation, de l'eau, du climat et des territoires. Donc vous voyez que c'est une notion de l'environnement, je vous le disais dès le départ, hein, le découpage thématique des alliances, et notamment l'Alliance pour l'environnement, c'est un découpage spécifique dans lequel, par exemple, la biodiversité n'apparaît pas en tant que telle. Elle apparaît comme une composante d'un de ces 4 enjeux. Hein, donc, ce qui veut dire que, quelque part, dans l'environnement, on retrouve toujours cette vieille dichotomie qu'il y a en France entre les sciences de l'univers et les sciences de l'environnement, hein, qui se battent un petit peu avec une composante d'un côté plus physique, puis de l'autre côté, une composante plus biologique. On retrouve à nouveau cet enjeu dans la Lanvie, et cet enjeu est d'autant plus prégnant que, en fait, vous le voyez, il y a des organismes forts, hein, comme Météo France, ou l'IRSTEA, ou le BRGM, etc., qui ont des visions assez physiques de l'environnement et qui sont bien liées à des pratiques de valorisation, etc., du fait de leur statut ou de leur mission. Et donc, ça vous aide à comprendre comment le muséum aussi se positionne dans un paysage de ce type. Alors un triple impératif de société, de connaissances et politique. Donc vous voyez que là encore, hein, on est dans des organismes de statut variés, des EPST, des EPIC, des EPSCT, etc. Mais globalement, on n'est pas centré uniquement sur la connaissance. Hein. Bon, on aurait pu dire connaissance et valorisation. Non, là on a un impératif de société, de connaissances et politique. Donc c'est quand même, là encore, il y a une déclinaison qui est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de percevoir en ce qui concerne le monde de la recherche et l'enseignement supérieur. Donc 4 grands types d'actions: élaborer et orienter des programmes de recherche, donc soutenir les infrastructures de recherche, coordonner les politiques d'innovation et de valorisation, et renforcer l'espace européen. Donc là, on retombe sur les grandes missions qui étaient mentionnées au départ. Alors maintenant, si on descend dans l'organigramme de la Lanvie, on va arriver sur 13 groupes thématiques, donc qui concernent des thématiques qui ont été formulées dès le départ. Donc vous voyez, agroécologie et sol, aliments, alimentation, animaux dans leur milieu, biodiversité, biologie des plantes. Bon, je ne vais pas les lister toutes, mais vous voyez que ce sont des thématiques dans lesquelles on retrouve plein d'aspects environnementaux qui sont intéressants, qui sont cruciaux au plan scientifique ou sociétal, mais dans lesquels il y a toujours quand même une coloration plus sociétale, plus valorisation, une coloration recherche fondamentale. Et notamment, par exemple, il n'y a que le groupe, par exemple, biodiversité dans un contexte comme ça, qui finalement ressort comme une thématique qui pourrait être vue comme fondamentale, sans aspect applicatif ou valorisation immédiate. Alors je vous ai mis en face les noms des représentants muséums, parce que ces groupes comportent à chaque fois 10 à 20, 30 personnes, et donc au sein de ces 20-30 personnes, vous avez des gens qui représentent les différents établissements, pas tous les établissements dans chaque groupe, bien sûr, hein, ça dépend des thématiques, ça dépend de qui a bien voulu être nommé. Alors sachant que, malheureusement, après quelques années d'exercice, comme c'est quelque chose d'assez lourd, assez pénible, hein, parce que vous voyez là, c'est pas une instance où ça pétille d'idées venant des labos, etc. C'est plutôt une instance de coordination sur la programmation scientifique en lien avec les grands programmes internationaux, européens, les avis du ministère, la stratégie nationale de la recherche. Enfin, c'est un peu la littérature grise, on va dire politique de la science. Donc évidemment, au bout d'un moment, les gens s'essoufflent un peu. Donc sur les GT, là, régulièrement, il y a des GT qui sont auditionnés par le CPS. Par exemple, hier, moi j'y étais, on auditionnait 2 GT. Un à niveau dans leur milieu, et puis l'autre risques environnementaux, naturels et écotoxiques. Et l'idée, c'est de faire un point et de voir si ça s'essouffle ou s'il faut repartir sur quelque chose. Par exemple, il y en a un des deux là, qui a dit on n'est plus que 3 à venir régulièrement aux réunions. Et voilà, en gros, c'est un constat on fait un bilan, mais il faut faire quelque chose, quoi. Donc c'est une très belle organisation sur le papier. Dans la pratique, les participants, même s'ils sont très motivés au départ, s'essoufflent assez rapidement. Les groupes transversaux, alors ça c'est plus structurel. Les groupes transversaux en fait s'appuient sur des organisations extérieures. Donc valorisation, ça s'appuie sur le consortium de valorisation qui est créé à partir des organes de valorisation de tous les établissements, Europe et international et Sud maintenant. Ça s'appuie sur des programmes de la communauté européenne notamment. Prospective et scénarios, ça s'appuie aussi sur des services de prospective des différents organismes. Infrastructure, évidemment, ça a trait à tous les programmes qui gèrent des infrastructures, notamment
au niveau européen. Et communication, là, vous voyez une personne qui était là il y a quelques temps. Voilà, donc les groupes transversaux ont une formule un peu différente. Ce n'est pas des endroits où on discute, uniquement on discute, on fait la prospective, ce sont des endroits où on va gérer des infrastructures, où on va s'appuyer sur des réseaux européens, et on va faire remonter au CPS et au CS des avis, et puis CS et CPS vont également demander des études à ces groupes pour que la France se positionne dans un contexte un peu plus large. Donc, je vous ai mis quelques exemples de tâches qu'on va voir très rapidement parce qu'il n'y a plus trop de temps. Donc, élaborer, orienter les programmes de recherche, alors proposer la programmation ANR. Donc ça, c'est à la fois très chronophage parce que vous imaginez tous ces GT, tous ces groupes de discussion qui doivent faire remonter les propositions. Et c'est pas simple parce que tout le monde n'a pas le même avis, tous les organismes n'ont pas les mêmes thématiques. Et puis, donner ça à l'ANR, en sachant très bien que l'ANR, en plus, la barre est chargée, il y a de moins en moins d'argent pour de plus en plus de choses. Et que ce qui est proposé thématiquement, on n'a que peu de chances de passer, et de toute façon est soumis à un processus de sélection qui est délétère. J'avais aujourd'hui le taux de succès à l'ANR 8%, c'est le plus bas de toutes les agences de financement dans le monde occidental. Donc on y va tous à reculons en règle générale. Là on est en train de préparer la programmation de cette année. Là on commence à voir quel va être le mécanisme, mais bon, la réunion d'hier, tout le monde était là à se dire, voilà, indispensable, mais franchement pas très gratifiant. Après, important, répartir les soutiens et les labels du ministère de la Recherche et des infrastructures. Alors, je vous disais, coordonner les politiques de valorisation, il y a un consortium de valorisation, et puis renforcer l'espace européen de la recherche, comme je vous le disais, notamment les groupes transversaux, ils s'appuient sur des organisations qui dépassent de loin la France, les GPI au niveau européen. Donc là, à l'envie, un mandat du ministère pour se positionner au niveau des GPI. Le Belmont Forum, c'est une association, toutes les agences de financement au niveau international, enfin pas toutes, mais beaucoup de pays qui adhèrent petit à petit, beaucoup par coup. Et la représentation française aux côtés du ministère et de l'ANR. Et puis, bon, un certain nombre d'autres actions internationales. Donc, pour conclure, mon opinion personnelle, qui n'engage que moi, bien entendu, bon, vous voyez, l'Alliance est donc une structure de concertation et de proposition entre le ministère et les organismes. Sur le plan des thématiques, c'est contraint a priori par un découpage que vous avez vu, qui n'est pas un découpage que feraient nécessairement toutes les personnes de notre domaine. Là, l'envie, elle est très institutionnelle. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de paritaire qui fait remonter des avis de la communauté. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas une critique, ce n'est pas son rôle. Son rôle, en fait, c'est de coordonner des organismes par la voie de leur direction. Et donc, finalement, de fait, ce qui est un peu regrettable, par contre, c'est qu'elle est peu liée à la société. Contrairement à d'autres alliances, finalement, elle ne parle pas tant que ça de valorisation, et alors encore beaucoup moins, elle parle aux citoyens. Donc, pour le muséum, c'est important, évidemment, parce que ça lui permet d'être visible dans le paysage français de la recherche en environnement. Il peut donner des avis sur des thématiques, sur des infrastructures, dont certaines qui le concernent directement. Et puis, il intervient au niveau de la politique française et européenne. Donc moi, de mon point de vue, le muséum est bien présent dans l'Alliance à l'envie. Il aurait peut-être besoin d'une politique scientifique un petit peu plus lisible, avec des points de focalisation. Au muséum, on fait plein de choses, c'est notre richesse, c'est assez extraordinaire, mais on n'est pas si gros que ça. Et vous voyez, quand on arrive à l'envie, en présence de l'INE, INRA, IRD, IFREMER, etc., évidemment, si on prétend faire quelque chose qui est à peu près aussi vaste et aussi divers que l'un de ces organismes, on a du mal à avoir les forces vives qui sont... on va pouvoir aligner quelques chercheurs ou quelques dizaines de chercheurs, là où ces organismes peuvent en aligner quelques centaines. Donc il y a un problème de positionnement peut-être sur les thématiques prioritaires dans le futur. Voilà, je vous remercie.